check-in pur et dur, je suis désolé, de faire signer une fiche de police, de prendre une carte de crédit, ce n'est pas un moment humain. Ça m'a pris 10 ans pour devenir un succès pendant la nuit. Quand je suis rentré à l'école hôtelière, ma vie a changé à 16 ans. On ne peut pas parler d'excellence sans parler de compétition. Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités ? Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Mon invité du jour était un hôtelier au parcours classique, jusqu'à ce qu'il décide de créer son propre outil. Il est désormais bien ancré dans l'environnement startup en expérience client, en plus de ses activités bénévoles pendant lesquelles il participe à faire grandir nos métiers. Je suis ravi de l'accueillir pour en savoir plus. Bonjour, Bruno Lanvin. Salut Maxime, ça va ? Ça va très bien, et toi Bruno ? Ça va, écoute, tout juste rentré de vacances, donc là, beaucoup d'énergie à revendre. J'imagine, j'ai fait un petit teaser sur toi parce qu'on va en parler longuement, mais j'aimerais savoir, en plus de tout ce que j'ai dit, comment est-ce que toi tu te définis ? Moi, je me définis comme passionné d'hôtellerie depuis 2001, ou hôtelier passionné depuis 2001. Hmm. Tu parles d'hôtelier en premier avant de parler d'entrepreneuriat. Oui, oui, je parle d'hôtellerie en premier. C'est une passion et l'entrepreneuriat, il faut l'appliquer dans. Je sais que c'est pas une passion à part entière, mais pour moi, elle est appliquée à mon domaine de prédilection, qui est l'hôtellerie. Hmm. Je pense qu'on a beaucoup de similitudes et on va passer au-delà de tout ça, à travers tout ça pendant l'épisode. Je voudrais que tu me racontes un petit peu ton parcours pro, comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui, à ta situation actuelle, tes situations actuelles, même si on peut dire, et ton quotidien professionnel d'hôtelier slash entrepreneur. Ah, beaucoup de questions là. Et- alors moi, je suis parisien born and raised, hein, Mhm. comme ils disent en anglais. J'ai fait l'école hôtelière parce que le collège, ça ne me correspondait pas très bien et donc je rentrais pas vraiment dans ce cadre et donc on a conseillé à mes parents de m'orienter et un petit peu sur un coup de tête, on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit tiens, je sais pas, ouvrir un bar quelque part près de la mer, ça serait sympa. Et donc pour ouvrir un bar, faut faire l'école hôtelière et donc à 16 ans, je rentre en BEP restaurant et de là j'enchaîne BEP restaurant, bac techno, BTS et après je suis parti pas mal à l'étranger, donc j'étais en Irlande pendant presque 10 ans, en Écosse pendant 2 ans et puis en France aussi. Et maintenant, Ouais, je suis de retour à Paris. donc tu as fait quand même quelques allers-retours, born and raised, mais qui a quand même bien voyagé. Et donc au début tu partais pour un bar, mais je crois savoir que finalement c'est plutôt l'hébergement qui t'a attiré. Oui, c'est quand je suis parti en Irlande au début, mon premier job, j'ai trouvé en tant que packagiste de nuit. Mhm. Et c'était vraiment très très intéressant de travailler la nuit dans un hôtel d'aéroport. Ça a permis de voir en fait tous les métiers possibles de l'hôtel, parce que la nuit on est un peu tout seul. Et donc Ouais, de faire du bar, de l'hébergement, de l'événementiel, du room service, du petit déjeuner, vraiment faire toutes les facettes que j'avais pas pu découvrir, parce que en école hôtelière, on avait beaucoup fait de restauration et cuisine, mais très peu d'hébergement. Et je me suis pris voilà, pour la partie hébergement, surtout les services d'accueil. C'est un truc auquel j'ai accroché et j'y suis resté du coup. Donc, un parcours très orienté hébergement. J'ai vite augmenté, enfin, j'ai vite obtenu des chefs de poste de réception ouais, parce que l'Irlande, c'est un pays un petit peu différent où on donne beaucoup l'avantage à la motivation, à l'expérience terrain. Et donc, rapidement été promu chef de réception, et puis de là, directeur d'hébergement, directeur de service d'accueil, avant d'accord. d'arriver là où je suis aujourd'hui. Ouais, c'est la culture très anglo-saxonne. Celui qui travaille beaucoup et qui travaille bien peut évoluer rapidement. On ne regarde pas forcément les diplômes, en effet. Moins que chez nous, en tout cas. Beaucoup moins, ouais. C'est très rare de voir sur une annonce un niveau de diplôme requis, en fait. Ouais, Même ouais. sur des postes assez élevés.
Et donc quand tu es de retour à Paris, à quel hôtel est-ce que tu travailles? Parce que je crois que c'était au le moment du Napoléon, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc après l'Irlande, je reviens une première fois à Paris. Effectivement, j'ai atterri à l'hôtel Napoléon près des Champs-Élysées, une belle maison parisienne qui est bien établie, où j'obtiens le poste de réception. Euh, une petite anecdote assez marrante sur le Napoléon. En fait, quand je suis arrivé là-bas, donc j'ai postulé et donc le directeur hôtelier de l'époque s'appelait Bruno aussi, Bruno Allo, et Ouais. il m'a dit, écoute, ton profil nous plaît, on veut vraiment que tu rejoignes l'équipe. Par contre, pour une maison comme la nôtre, avoir deux Bruno, c'est un peu compliqué, quoi. Surtout en réception, parce que du coup, les gens vont venir demander Bruno, puis on saura pas trop de quel Bruno il parle. Ouais, ouais. Et donc, il m'a dit, je te prends, mais est-ce que tu accepterais de changer de nom? Est-ce que tu n'as pas un deuxième prénom que tu pourrais utiliser? Et donc, je dis oui, bah, ok, vas-y, pas de problème. Moi, j'ai envie de travailler avec vous aussi. C'est une belle maison, il y a un beau projet. Et donc, on était un de mes, parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai quatre prénoms en fait. D'accord. Donc, un de mes autres prénoms qui est Paul. OK. Et on l'a tellement bien fait que, à part la RH et l'autre Bruno, il a fallu attendre mon pot de départ en fait pour que les gens découvrent que je Oh, m'appelais aussi Bruno. Et en incroyable. fait, sur le coup, ne le croyaient pas. Ah, c'est une blague. Si, si, regardez, c'est. Et puis Voilà, à ce donc à moment-là, ma. tout le monde n'avait peut-être pas de profil LinkedIn, c'était assez peu développé, donc il y avait pas de Paul ou Bruno Lanvin sur LinkedIn qu'on pouvait vérifier, j'imagine? En fait, j'avais changé, j'avais fait à l'américaine, parce qu'aux États-Unis, c'est une pratique qui est encore assez courante. Ouais, Et donc, mes signatures partout, c'était B.Paul. Et donc, mon d'accord. LinkedIn, je l'avais aussi changé pour B.Paul. Enfin, tout, en fait, Et en fait, pendant longtemps, et ça dérangeait pas, parce que je n'avais jamais vraiment travaillé sur Paris. Donc, c'est pas comme si je risquais de perturber un réseau parisien que je n'avais pas. Bien sûr. J'avais jamais eu l'occasion de travailler sur Paris. Donc, et du coup, pendant longtemps, beaucoup de gens m'ont encore appelé Paul, ou m'ont encore sur leur téléphone sous le nom de Paul. C'est génial comme anecdote. Il faut vraiment faire des concessions et se donner, à tout niveau en hôtellerie-restauration pour percer comme quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Bah, il faut choisir ses batailles. Ouais. Alors, ça fait bizarre au début, on entend Bruno et on se retourne. Et puis bon, après, on s'habitue. Mmh, Et puis ça gêne pas plus que ça. C'était des pratiques très courantes il y a longtemps hein, de renommer c'est les vrai, gens. Hein. c'est Voilà. vrai. Il y a des pays où ça se fait beaucoup, mais en France, c'est quand même pas énormément le cas. On a des prénoms assez classiques et tout le monde les utilise. Très très amusant et alors, que je me situe bien, donc l'hôtel Napoléon, c'est aussi la période où toi, en parallèle, tu commences à créer une entreprise, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, ça me trottait dans la tête déjà depuis un petit peu avant que j'arrive au Napoléon, déjà quand j'étais en Irlande. L'idée d'essayer de centraliser toutes les consignes, d'être sûr que toute mon équipe soit au courant. Moi, en Irlande, j'ai fait des gros porteurs, 250, 350 chambres, avec des brigades minimes, parce qu'on était en pleine récession et l'Irlande l'a vraiment subi de plein fouet. Oui, Des contrats de travail qui sont pas ce qu'on connaît en France, qui sont ultra flexibles, où on peut dire à quelqu'un, bah non, j'ai pas d'heure pour toi la semaine prochaine. Voilà, c'est tout. Donc ça, il fallait vraiment trouver des moyens, des systèmes pour être super efficace, pour que celui qui n'a pas pu travailler depuis une semaine parce qu'on n'avait pas d'heure pour lui, quand il revienne, eh ben, il soit aussi au courant que l'autre qui peut-être a eu plus de shift, ou en tout cas qui était là ce matin ou hier. Et donc, j'avais vite vu quelque chose, je m'étais dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour les consignes. J'avais essayé avec des sites Google, des trucs WordPress. Enfin, je suis un peu geek, je suis dans une famille de geeks, alors du coup, j'avais essayé différents trucs. Et puis, c'est arrivé au Napoléon, un jour, en parlant justement avec Bruno, et, euh, et on avait, je crois, là-bas, on a mis c'était un document Word ou un Excel qui était en place, je me souviens plus quand je suis arrivé, mais et je lui parle de cette idée, puis il me dit, mais moi, j'ai la même idée, et ça fait déjà un moment que j'essaie de faire des trucs. Et il m'a dit, bah vas-y, écoute, si t'es motivé, lance-toi. On te soutient, vas-y, lance-toi. Et donc, c'est là que ça a commencé. C'est là que tout a commencé. On a fait un premier prototype qui a eu un succès phénoménal de Napoléon. Euh, les gens du Napoléon étaient des gens très bien qui m'ont vite présenté à leur réseau. Et du coup, le bouche-oreille a fait qu'on avait des clients qui étaient prêts à payer pour avant même qu'on soit prêt à récolter de l'argent. incroyable. Du coup, le projet, donc c'est, ce qui est devenu DM Book, qui s'appelait à l'époque Duty Manager Book, c'est ça? Ouais, tout à fait. Le terme DM Book donc, vient de l'anglais Duty Manager Book, qui était ce que j'avais beaucoup connu en Irlande, un bon vieux agenda de banque, hein, une page par Ouais. jour, dans lequel on écrivait les consignes qui avaient pu se passer. Et souvent, ce DM Book était à l'arrière de la réception. Mmh.
mais souvent il disparaissait parce que quelqu'un l'avait pris pour dans son bureau ou Et oui. le chef du bar l'avait amené au bar et donc c'était la phrase courante de savoir où était le DM book et puis après essayer de déchiffrer ce qui avait été fait Alors dans le c'est ce que DM j'allais book. dire parce que moi malheureusement, ceux qui passaient après moi avaient toujours beaucoup de mal à me lire. Moi-même parfois j'avais du mal à me relire quand j'étais en plein shift, parce que j'écrivais rapidement. C'était toujours des moments très compliqués, l'époque des cahiers de consignes écrits et ça existe encore dans beaucoup d'hôtels. Et oui, et en fait, moi je suis fan du principe, et d'ailleurs dans DMBook on n'a pas réinventé la roue, on a repris le même mode de fonctionnement jour par jour, parce que c'est quelque chose qui correspond très bien à nos métiers opérationnels, quotidiens. Il faut vraiment se former un petit peu agenda. Mais le fait que ce soit papier, que ce soit illisible certaines fois, que quand on veut retrouver quelque chose, eh ben, il faut feuilleter. Attends, je crois que Ouais. ça avait dû se passer telle date, et puis on feuilletait 50 pages pour essayer de retrouver à quelle date ça avait été écrit. Bah, tout ça nécessitait d'avoir un petit aspect technologique dessus, et c'est ce qu'on a fait avec DMBook. Et ça a très Mmh. vite pris. Ah génial et du coup, il y a un moment où tu as bifurqué à quitter le Napoléon pour être exclusivement sur DMBook? Comment est-ce que ça s'est passé cette transition? Alors avant ça, je suis parti faire un petit tour en Écosse, au D'accord. fin fond de l'Écosse, dans un Mercure qui devait passer M-Gallery à l'époque, tout en continuant à faire des M-Book en parallèle. Et c'est après cette expérience en Écosse qu'on se lance à faire des M-Book à plein temps, donc avec mon frère qui était mon partenaire. Ah! Et on a trouvé un incubateur à Dublin. On a postulé, on a été pris dans l'incubateur et on a travaillé à essayer de trouver des investisseurs, lever des fonds, acquérir encore plus de clients, bien sûr, pour développer, continuer à développer des M-Book. Mmh. Donc là, on est vraiment sur la vraie aventure, start-up. Elle a duré combien de temps sous format DMBook? Donc des M-Book à plein temps dans un incubateur, ça a duré presque 2 ans. Ah oui, quand même. Et alors par la suite, je tease un peu, mais est-ce que c'est le moment où, LandJup, est apparu, dans le panorama? Non, 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 avant ça, on a fait ce que beaucoup de startups font, on a pivoté 50 fois, c'est-à-dire qu'on a renouvelé nos stratégies, retravaillé nos business plans. Mmh mh. Tu sais, dans le monde des startups, ils ont une expression qui disent, ça m'a pris 10 ans pour devenir un succès pendant la nuit. Bon, bah, c'est un peu ça, hein, Ouais. c'est beaucoup de C'est sueur vraiment et ça. voilà. Et moi-même, j'avais dit à ma femme à l'époque, j'avais dit, donne-moi 6 mois, tu vas voir, après ça sera bon, on sera tranquille. Et puis 5 ans après, on était encore à 6 mois, quoi. Donc on a beaucoup pivoté, et donc un dernier pivot a fait que je suis revenu à Paris, où donc je suis arrivé à l'hôtel Le 5 Codet dans le 7e, hôtel 5 étoiles, 67 chambres. Mmh mh. Euh, et c'est durant le confinement qu'on a déjeuné ensemble avec, enfin, pas pendant le confinement, mais après le premier confinement, que j'ai déjeuné avec Mathieu, et c'est là que le rapprochement avec l'Enjob s'est fait au hasard d'un déjeuner. Mmh. Comme quoi, je le dis jamais assez quand je parle à des étudiants, le réseau, c'est super important. Puisque C'est ça partait d'un absolument déjeuner, bah, comme quand je te vois toi pour prendre un café, en fait, hein. Parce que ouais. Mathieu, je le connaissais déjà d'avant. Mathieu Donc voilà, Pollet qui est donc le CEO de LandJup. tout à fait. Et alors, est-ce que tu peux, nous raconter un petit peu ce qu'est LandJup? Voilà, comment est-ce que l'entreprise, elle s'est créée aussi? À quelles problématiques elle répond? Moi, je sais que LandJup, ça fait des années que je les suis. Je trouve que le produit est très novateur. On s'est rencontrés plusieurs fois sur des food hotel tech et autres, événements comme ça. Mais j'aimerais bien que, voilà, toi, tu nous pitches un petit peu le projet. Alors, LandJup, c'est une plateforme tout en un pour gérer la relation client et les opérations hôtelières. C'est clair? T'as tout Hyper compris? clair. Et Parfait, après, parfait. on va aller dans le détail. Donc, dans le détail de l'histoire de LandJup, il faudrait que tu invites Mathieu Paulet sur ton podcast pour qu'il Ouais. puisse t'en dire beaucoup plus et beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, LandJup, voilà, c'est une entreprise qui a un peu plus de 10 ans, qui est très développée, qui est le numéro un sur son marché. Aujourd'hui, en fait, on travaille avec les hôtels, de l'hôtellerie de plein air aussi, donc des campings, des clubs de vacances, des locations d'appartements, donc vraiment toute l'hôtellerie avec un grand H. Mmh. Et on accompagne les hôteliers dans leur relation avec le client. Donc, on les aide à avoir le meilleur parcours client possible, à mieux gérer les clients, à mieux construire une base de données qu'ils peuvent après derrière exploiter pour fidéliser les clients. Et puis, il y a l'aspect opérationnel qui est qu'il faut pouvoir, pour bien accueillir les clients, il faut aussi que l'opérationnel suive. Et donc, ça, c'est la partie qui a apporté DMBook à l'édifice. Ouais. Parce que qu'on comprenne bien là-dedans, DMBook à ce moment-là se fait racheter, enfin suite à votre conversation avec Mathieu, DMBook se fait racheter et intégrer à LandJup, donc c'est un outil Tout à fait. complémentaire? Oui, c'est une brique complémentaire à toutes les briques de LandJup. Donc, dans les différentes briques de LandJup, on a
le CRM, bien sûr, tout ce qui est communication automatisée, personnalisée avec les clients, donc Ouais. email, SMS, WhatsApp, etc. On a le check-in en ligne, les clés mobiles, si on veut également, une brique de newsletter. Voilà, on peut faire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de briques, c'est vraiment un tout en un. Et donc maintenant, on inclut aussi DMBook Pro pour la partie opérationnelle. Moi, j'aime bien dire, LaunchUp parle avec les clients, DMBook parle avec les équipes, donc c'était Mmh. logique que les deux se mettent ensemble. Ah, c'est très bien, c'est très visuel en tout cas comme explication. Et on va parler plus en détail de LaunchUp et d'excellence de service. Donc évidemment, tu sais que Hospitality Insiders, on se focalise sur l'excellence de service. Moi, je suis persuadé de l'intérêt du digital à cet effet. Selon toi, en quoi un outil comme LaunchUp il participe à l'excellence de service? Est-ce qu'il y a peut-être quelques exemples pour illustrer ça? Alors, je peux te donner en tout cas un exemple. Pour moi, je compare toujours l'excellence de service avec quand tu accueilles un ami chez toi. Mmh. Si tu accueilles un ami chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, bah, d'abord, tu vas l'inviter. Tu vas confirmer avec lui quand est-ce qu'il vient, pourquoi est-ce qu'il vient, est-ce que tu viens pour boire un verre, pour dîner, est-ce qu'il va rester dormir, pas dormir. Et puis après, au fur et à mesure que le temps passe, tu vas dire, tiens, qu'est-ce que je lui fais à manger? Donc, je vais t'appeler, Maxime, puis je vais t'envoyer un WhatsApp ou peu importe, et te demander, bah tiens, en fait, je pensais faire du poisson, est-ce que ça te va? Est-ce que tu as des préférences? Est-ce que tu as déjà goûté ci? Est-ce que tu préfères le vin blanc, le vin rouge? Je vais essayer de te faire plaisir. L'excellence, c'est aussi savoir faire plaisir. Donc, je vais te poser plein de questions pour mieux t'accueillir. Et puis avant que tu arrives, je vais te dire, tiens, en fait, Maxime, tu viens comment? Ah bah tu viens en voiture. Écoute, moi j'ai une place de parking, je m'en sers pas. Tu m'appelles quand t'es en bas, je te l'ouvre. Ou ah, tu viens en métro, bah la sur le métro à plus près. C'est là, quand tu sors, tu vois le McDo, tu vas tout droit. Ouais. Ça c'est le vrai sens de l'accueil. Et si on veut bien accueillir les gens, on va faire toutes ces étapes. Alors si on est en 3 étoiles, on peut le faire dans ce style-là. Si on est en palace, on va le faire dans un style un petit peu différent. Mais dans tous les cas, on va chercher à avoir toutes ces informations-là. Toi-même, tu as fait un TED Talk d'ailleurs qui explique bien qu'on va chercher toutes ces informations-là pour bien l'accueillir. Absolument. Euh, et donc, qu'est-ce que fait l'Enjob? Si on veut faire toutes ces choses-là, moi, si je t'invite chez moi, c'est facile, t'es tout. Enfin, pas grand monde à inviter. Par contre, si je suis un hôtel, soudainement, le problème se multiplie par X chambres, par X clients. Et donc, Mmh. à quoi servent des outils comme l'Enjob? Ça va servir à construire cette relation, cette qualité de service et d'accueil, et donc cette excellence de service et d'accueil, de manière semi-automatisée avec des outils comme LandJob. LandJob vient décharger une partie que on ne pourrait pas faire à grande échelle, hein, et ça ne ferait pas sens pour personne qu'on ait un collaborateur qui ne fasse que d'envoyer des copier-coller de mails en soi-disant les personnalisant, puis en fait il fait que remplacer en mettant Maxime Blo par exemple pour le nom. Ouais. Et donc LandJob vient faire ça très bien. Ça permet aux collaborateurs de faire des choses plus intéressantes tout en accueillant de manière très très bonne le client. Mmh. Moi, je vois vraiment, LaunchUp comme un outil qui est un peu, est présent à toutes les étapes du parcours client. Tu sais vraiment le côté en amont au moment de la résa, l'email de confirmation, l'email à J-3, J-7 avec le rappel de réservation, le potentiel, upsell qu'on va proposer, donc avec une vente additionnelle, comme tu dis, la voiture, et cetera. Et aussi ce côté, alors je l'ai jamais utilisé dans un hôtel, mais j'ai fait pas mal de tests, confirme-moi si c'est le cas. Centralisation aussi des canaux, c'est-à-dire que dans l'outil LaunchUp, tu as au même endroit les échanges email avec ton client, mais aussi WhatsApp et tous les types de conversations pour qu'en fait on ait toutes les informations centralisées au même endroit. C'est comme ça que ça se retrouve. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs la force d'avoir un CRM tout en un. C'est qu'on vient récupérer tout ce qui se passe, toute cette communication, toutes ces informations sur le client, elles sont Ouais. directement au même endroit dans sa fiche client. Et il n'y en a pas effectivement un morceau qui est dans un email et puis un morceau qui est sur le téléphone d'un tel parce que c'est le concierge qui parle sur WhatsApp avec le client. Et puis Mmh. et donc là, c'est la force d'avoir un outil comme l'OnJob tout en un, c'est que tout est au même endroit et on garde ces informations dans la fiche client. Moi, je sais que, tu vois, je reprends encore, parce que moi, j'aime beaucoup, pour moi, l'excellence, c'est vraiment la simplicité. Et je reprends l'exemple de recevoir des gens chez soi. Je sais que ma grand-mère, quand elle recevait des gens chez elle, elle notait quelque part ce qu'elle leur avait fait à manger. Ouais. Parce qu'à l'époque, il fallait surtout pas refaire 2 fois la même chose à manger, ça aurait été la honte. Mais n'est-ce pas ça la base de l'hospitalité? Bien Je veux dire, sûr. c'est simplement être attentionné. Bon, il y avait aussi sûrement
qu'en dira-t-on, hein, qui jouait beaucoup, Oui, mais absolument, derrière, mais derrière c'est ça, c'est les petites attentions qui font que bah non, je vais pas te refaire 2 fois la même chose, tu es déjà venu. La dernière fois, je t'ai fait tel plat parce que c'est ma spécialité, là je vais t'en faire une autre, je vais faire découvrir autre chose. mmh, alors pour l'anecdote, de mon côté, moi aussi je note ce que je fais à mes invités, mais c'est plus pour le côté, travailler les recettes, c'est plutôt que de leur refaire. Parfois, au contraire, je leur fais 3 fois la même recette et ils testent, les variantes. Bon, Avis à toi si tu viens chez moi. c'est une stratégie, c'est voilà, tout dépend de ton objectif, voilà. Excellent. Et alors, j'aime beaucoup tous ces parallèles entre l'outil, l'humain, l'excellence de service. On est vraiment là-dedans. Et justement, toi, quel rôle tu as au sein de LandJup actuellement? Alors moi je suis un chef de projet, donc ça veut tout dire, voilà. Ouais, ça veut tout dire. Voilà. Au quotidien, j'accompagne nos clients pour qu'ils utilisent le mieux possible l'outil par rapport à leurs objectifs. Ouais. Hein, donc moi, je ne suis pas un commercial, il y en a un service commercial. Moi, je suis là pour comprendre les problématiques du client et lui conseiller un paramétrage en adéquation avec sa maison, ses Mmh. problématiques, ses objectifs. Parce que le but, c'est pas de pousser un outil préparamétré où il faut rentrer dans des cases. Le but, il est de comprendre à qui on a affaire, de dire voilà, quelle est ta maison, parle-moi de ta maison, dis-moi tes problématiques, dis-moi tes objectifs. Et donc, c'est sûr qu'un hôtel qui me dit, moi, je suis l'hôtel du centre-ville traditionnel depuis 1950, voilà, c'est emblématique de telle ville, j'ai une clientèle plutôt âgée, etc. On ne va pas recommander la même chose que si je parle à une marque un peu lifestyle, pour pas toutes les nommer, en ce moment, Ouais. c'est un peu la mode, qui me dit, moi j'ai une clientèle de jeunes, de hipsters, de bobos, super ultra connectés, voilà. Et donc avec l'Handjob, on peut faire du paramétrage vraiment dans la finesse. Aujourd'hui, si on parle de parcours client, tout le monde connaît. Alors, voilà, comme tu as dit, le J-7, c'est le pré-step, il y a le in-step, il y a le post-step. Mmh. Non, alors bien sûr, moi, je peux faire ça avec l'Handjob. Maintenant, c'est pas le but de l'Handjob. L'Handjob, il est de dire, on part d'une page blanche. Voilà, on sait qu'il y a le moment de la réservation, ça c'est notre point de départ. Et puis il y a le moment où il va check-in, ça c'est une autre milestone dans le, dans la ligne. Ouais. Mais derrière, voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre? Est-ce que tout le monde aura le même parcours client? Je ne pense pas que ce soit pertinent. On n'a que pas pareil un corpo qu'un client loisir. Bien On n'a que sûr. pas pareil un staycation qu'un client qui a réservé en direct. On n'a que pas pareil un day use qu'un client qui a réservé via Booking. Et donc le but, c'est de pouvoir venir manier l'outil et faire une automatisation intelligente. Pourquoi intelligente? Parce que on va vraiment la cibler, la personnaliser pour les clients et pour l'hôtel. D'accord, ouais, c'est très clair. Hem, Ça répond quand même partiellement et puis surtout parce que je connais un peu l'outil, mais quelqu'un qui entendrait ça, qui se poserait la question de, est-ce qu'il y a pas un risque un petit peu que le LandJup remplace, tu sais, le réceptionniste, l'agent de réservation, ou LandJup ou un outil équivalent d'ailleurs? Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes? Moi, je leur dirais que si vous achetez un marteau, il y a des chances pour que vous vous tapiez le pouce. L'Handjob, l'informatique, c'est un outil. Ouais. Maintenant, si vous voulez vous en servir pour casser une vitre ou pour en construire une, ça, c'est vous qui allez faire ce choix. On a une partie infime de nos clients qui utilisent des capacités de l'Handjob justement dans un souci de simplification, alors j'aime pas le mot déshumanialisation, mais peut-être voilà, en tout cas, dans ce sens-là. C'est une partie Mmh. infime. Ça correspond parfois aussi à des styles, hein. Genre, encore une fois, peut-être que dans certains hôtels lifestyle, on veut que le client puisse tout faire lui-même. Ça ne veut Ouais. pas forcément dire qu'on a retiré l'humain. Maintenant, c'est pas le but de l'Handjob. Nous, le but, il est de créer des points de contact, comme tu l'as très bien dit, il est de pouvoir créer des interactions avec le client pour que D'accord. le client puisse nous contacter. Et puis, bah, c'est encore une fois, qui c'est qui manie le marteau, hein, qui c'est qui manie l'outil. Ouais. Tant qu'il y a de l'humain derrière les outils, on n'est pas déshumanisé. Le jour où on dit bah, on veut l'utiliser pour déshumaniser, Bien sûr, ouais, ouais, c'est mais en tout toujours cas, c'est le pas l'Handjob qui les humanise, c'est l'utilisation qu'on en fait. complètement. Et l'outil, il est construit de manière aussi à, simplifier pour les humains et par les humains. Maintenant, comme tu dis, après, à chacun son utilisation. Donc pour finir de bien comprendre, en langage startup, entrepreneur, toi, ton poste, on appelle quoi? C'est Customer Success Manager, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, en anglais. Ouais. Et donc toi, tu es responsable de tes clients et tes clients,
qui est-ce qui sont? Tu parlais de marque lifestyle. Est-ce que c'est que de l'hôtellerie? Est-ce qu'il y a de l'hôtellerie plein air? Est-ce que c'est en fait tout type d'hébergement? C'est délimité comment les typologies de clientèle que vous pouvez avoir? Alors non, on a un mélange, exprès d'ailleurs, hein, pour ne pas être, cantonné à un type d'hôtellerie. Donc moi, j'ai à la fois, des campings, donc d'hôtellerie de plein air, j'ai aussi, des, locations d'appartements et j'ai aussi d'hôtels traditionnels. Et on fait tous, on a tous en fait différents types d'hôtels. Et Mmh. la force, elle est dans l'échange entre l'équipe des Customer Success justement, dans la mise en commun des bonnes pratiques, des bons cas d'utilisation, face à différentes problématiques. Puisque derrière, bon, je me fais pas que des amis quand je dis ça, mais derrière, tout ça, c'est de l'hôtellerie avec un grand H. Qu'est-ce qu'on fait dans l'hôtellerie avec un grand H, qu'on soit un camping, une résidence de loisirs, un location d'appartement ou un hôtel? On accueille des gens. Je suis entièrement Bon, d'accord. alors, oui, d'accord, on va me dire que, selon machin, l'autre il a tout set check-in, check-out le samedi. Et je peux comprendre qu'il y a plein de problématiques opérationnelles derrière qui sont différentes, ça je les comprends, et j'ai appris aussi à les connaître. Mais on sait, il y a quand même une certaine universalité, quand on prend un peu de hauteur, Ouais, et donc c'est utile parce que on voit des choses dans l'hôtellerie qui parfois sont applicables dans l'hôtellerie de plein air, vice-versa, ou dans l'action appartement. Et on voit aussi des tendances, hein, qui commencent à s'inverser, des choses qui peut-être n'auraient pas été faites dans l'hôtellerie traditionnelle, qui maintenant arrivent du monde de l'hôtellerie de plein air, et vice-versa. On voit que l'hôtellerie traditionnelle, maintenant, on commence à déborder dans l'hôtellerie de plein air aussi, entre guillemets. Enfin, absolument, ouais. on voit des pratiques qui se mettent en commun. Donc, encore une fois, même s'il y a des différences fondamentales, oui, il y a aussi un gros cœur en commun, quoi. Et là, on est dans ce que tu décris sur des segments plutôt économiques moyenne gamme. Est-ce qu'il y a du très haut de gamme et palace dans les clients Lounge-Up? Oui, on a du très haut de gamme et Palace. Mmh. On en a, c'est pas, quelques-uns en tout cas. Sans les citer, mais en tout cas, parce que pour pas enfin, ils ont pas forcément envie qu'on leur fasse, ce type de pub. Mais tu parlais tout à l'heure de, mon TEDx, sur le luxe expérientiel et un petit peu de ce que moi je racontais où l'hôtelier réceptionniste fait ce travail de recherche, de centraliser l'information qui permet ensuite de produire l'expérience. Pour moi, LoungeUp, c'est typiquement le genre d'outil que j'aurais aimé avoir à cette époque-là pour centraliser les interactions et pour pouvoir faciliter la tâche et créer cette aventure de luxe expérientiel que je raconte dans la conférence TEDx. Donc, au cas où on l'ait pas compris, je suis absolument persuadé de la bonne utilité de cet outil. Encore une fois, Launch.note, je suis pas là du tout pour faire de la promotion. Je trouve ça vraiment voilà, extrêmement intéressant. Et ce que j'aime en plus dans l'échange avec toi, c'est que tu as ce positionnement où, oui, tu comprends l'outil, mais toi, tu viens du terrain, tu viens du métier de réceptionniste, chef de réception, et tu as toujours, j'ai l'impression, cette perspective client. Et là où je voulais un petit peu appuyer, c'est faire la transition vers justement le côté management et leadership, et là plus pour parler de toi que de l'on-job en soi. Là, je m'adresse au Bruno, chef de réception, qui un jour s'est retrouvé tout seul entrepreneur au cas avec son frère, puis ensuite racheté dans une boîte. Je voulais savoir quel manager un petit peu tu es au quotidien ou quel manager tu as été, comment tu as évolué. Et, et après, je vais avoir des questions sur le leadership, mais je vais déjà te laisser répondre à celle-là. Écoute, j'essaie d'être le meilleur manager, possible au quotidien, hein. Il y a pas de enfin, il y avait un débat, avec une classe, d'étudiants en master sur les styles de management, hein, qu'on a tous Ouais, appris, participatif, directif, et cetera. Bon, moi, j'ai toujours été plutôt dans le côté participatif du spectrum, mais je pense qu'il n'y a pas un bon style. Il faut savoir, puiser dans ces différents styles. Il faut s'adapter, avant tout aux circonstances et au contexte. J'ai beaucoup évolué enfin, dans mon style managérial au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de mon expérience, grâce à des rencontres, bah, grâce à des expériences aussi, hein. Et puis, pour donner un exemple très concret, hein, le style que j'avais en Irlande, et pourtant je pensais plutôt être participatif en Irlande, ouais, ouais. s'est avéré apparemment être très directif quand je suis arrivé à Paris, en fait, et pour le public français, entre guillemets. Et donc il a fallu que je m'adapte encore plus. Mmh. Moi qui pensais déjà pourtant être très participatif, je ne l'étais pas du tout. Donc voilà, je vais pas sortir plein de mots-clés, bienveillance, tout ça. Enfin voilà, on a tous, Bien sûr. on est gavé par tous ces mots-clés, mais avant tout, être manager, c'est vouloir aider ses équipes à grandir. Et il y a un très très bon livre, qui s'appelle, écrit par un lieutenant de la Navy américaine,
qui s'appelle Turn the Ship Around. Et, Mhm. euh, et très très intéressant. Et une des choses en fait qu'il dit dans son livre, c'est qu'en fait un vrai manager, un vrai leader, ce qu'on retient de lui, c'est pas tant les résultats qu'il a obtenus. Enfin, il ne devrait pas être jugé, pardon, par les résultats qu'il a obtenus ou par des systèmes qu'il a mis en place ou par sur le fait, si le fait que ces systèmes perdurent après lui. C'est des mesures qui sont en fait biaisées. En fait, un vrai manager, on devrait mesurer par ce que sont devenus les gens qu'il a encadrés. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est ça le rôle d'un manager en fait, hein. Avant tout, c'est d'aider les autres à grandir et j'ai envie de dire, s'ils peuvent aller encore plus haut que moi, bah, j'aurais plutôt bien réussi au final. Mmh. Ouais, c'est ce côté aussi, voilà, coach, accompagnateur, qu'on peut retrouver chez le manager. Comment tu gardes aujourd'hui encore un contact avec le terrain? Est-ce que parfois tu te sens pas un peu plus enfin, moi en tout cas c'est mon ressenti, d'hôtelier aussi qui maintenant suis entrepreneur. Il manque parfois ce contact terrain qu'on pouvait avoir quand on était chef de réception. Comment est-ce que toi tu le maintiens? Comment est-ce que tu te gardes aussi au fait, de l'actualité de nos métiers? Alors, l'avantage en fait, c'est que je parle à un panel d'hôteliers plus large que jamais, entre guillemets, Ouais, qui sont tous tout à mes fait. clients, qui sont partout, partout en France et certains même en dehors des frontières françaises. Et donc, en fait, c'est beaucoup à travers eux que je me nourris de l'actualité, que je prends la température du terrain, que j'écoute les différentes problématiques, hein. Comme j'ai dit, avant tout, on essaie de répondre aux problématiques des clients grâce à nos outils. Donc, c'est essentiellement grâce à eux que je me tiens au courant, puis à travers mon réseau, à travers l'actualité aussi, bien sûr, et puis à travers mes expériences personnelles, hein, qui sont de voyager, d'aller moi-même dans des hôtels ou dans des locations d'appartements, des campings, etc. Donc, cette curiosité naturelle qui est de savoir qu'est-ce qui se passe. Et je sais que tu es un membre, actif, de l'AICR, tu en es même secrétaire général, je crois. Ce serait l'occasion, je pense, de nous toucher un mot de ce que c'est que l'AICR. Moi, c'est une association, enfin une amicale qui me tient à cœur. Est-ce que tu peux nous dire, puisque ça fait parfaitement le lien avec, tous nos sujets, ce qu'est l'AICR? Alors, l'AICR, c'est l'association, enfin l'amicale internationale des chefs de réception et des sous-directeurs de grands hôtels. C'est une association qui existe depuis des décennies, qui a été fondée sur la Côte d'Azur et qui est présente dans une vingtaine de pays dans le monde. Le but de cette amicale, c'est vraiment de regrouper ensemble tous les, tous les gens des métiers de l'accueil pour échanger justement sur nos problématiques, sur nos bonnes pratiques, sur l'excellence dans nos métiers d'accueil au sens large. Et l'association se regroupe une fois par an à l'international autour d'un congrès qui aura lieu à Doha en début 2023. D'accord. Et durant ce congrès se déroule le concours du meilleur réceptionniste de l'année de l'association, Oui. donc qui est un concours ouvert à des réceptionnistes en poste dans des hôtels. Et donc, pendant le congrès, on a les finalistes de chaque section internationale qui se disputent le titre de meilleur réceptionniste de l'année. Le fameux, trophée David Campbell, c'est ça? Voilà, alors il avait été fondé effectivement par Monsieur Campbell et il a été euh, euh, renommé entre guillemets pour meilleur réceptionniste de l'année. Ouais. Et c'était très connu. Enfin, sur Paris, il est plus connu, c'est effectivement sous le nom du trophée David Campbell. À l'époque où je l'ai passé en tout cas, mais ça commence à remonter, hein, c'était 2014 et on l'appelait encore, hein, le trophée David Campbell, ouais. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, en France, on a la particularité, on est l'une des seules associations, enfin, une seule section de l'ASR à le faire. On a deux niveaux. On a un niveau pour les professionnels en poste, et donc le gagnant part à l'international représenter la section. Et on a aussi une catégorie junior pour tous les étudiants qui sont en BTS ou en licence. Le concours, en général, se déroule un petit peu avant Noël. J'ai des très, très bons souvenirs de ce concours-là, on nous l'expliquait à l'époque, comme un mini MOF, pour les profils un peu plus juniors. En tout cas, c'est un bon moyen de se dépasser pour ceux que ça intéresse et puis aussi moi, c'est toujours l'intérêt de finalement faire rayonner nos métiers. Derrière le terme de réceptionniste, beaucoup de gens ne savent pas, ce qui se cache et je trouve que ce genre de compétition et d'amicales comme la ICR font vraiment la lumière là-dessus et c'est aussi ce que j'essaie de faire à travers le podcast. On ne peut pas parler d'excellence sans parler de compétition ou sans parler de concours. En France, on connaît bien sûr le meilleur ouvrier de France, mais alors on est pour ou contre les concours, hein. Je sais que tu as tes invités avec qui tu as déjà parlé, qui ne sont pas forcément pour les concours, mais Ouais, il faut voir le concours. Il y a bien sûr bon, la compétition en elle-même, le fait de se mettre en compétition.
Ça, c'est un élément. Mais en fait, c'est quoi un concours? Le concours, c'est d'abord le dépassement de soi. C'est un voyage, un apprentissage de soi-même. Je m'entraîne pour le concours, je me prépare pour le concours. Ça nécessite que je m'entoure de personnes, d'une équipe, hein. Un concours, ça se prépare jamais seul. On s'entoure on a de personnes qui vont nous guider dans l'accompagnement. Et pour avoir moi-même présenté des réceptionnistes sur le trophée Dale Campbell, le concours du meilleur réceptionniste de la SCR, ça devient un exercice d'équipe. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un collaborateur qui va monter en compétences, on a une équipe qui va, un peu comme quand la France est en finale du mondial de football, comme par hasard tous les Français qui ne sont pas fans de foot, soudainement sont fans de Oui, foot, et ben là c'est pareil, effectivement. soudainement tout l'hôtel se rallie derrière cette personne, et il va y avoir une fierté on représente la maison, bien sûr on veut que Maxime gagne, enfin on est derrière Maxime, on va l'aider, et à travers ce voyage-là, on va aussi se remettre en question peut-être et remettre en question nos pratiques en interne. Comment est-ce qu'on peut prétendre euh, dans un entraînement dire ça c'est l'excellence, mais ne pas le faire au quotidien alors qu'on prétend déjà être l'excellence de notre hôtel, enfin, ou que notre hôtel c'est l'excellence de service. Je suis assis dans un 5 étoiles et qu'en m'entraînant au concours, je dis à mon collaborateur faut que tu accompagnes le client en chambre et qu'on ne le fait pas nous-mêmes, on met en valeur des écarts dans notre langage, dans nos propres valeurs, quoi. Oui, C'est-à-dire il y a que une dissonance. et en fait, il y a tout un apprentissage qui se fait à côté de ça et des idées qui peuvent surgir aussi. Tiens, mais ça, on l'a fait pour le concours, pourquoi on ne le met pas en place chez nous? Ou tiens, regarde, voilà comment on s'est entraîné, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas cet entraînement-là? On a un métier, surtout le métier de l'accueil en tout cas, euh, où on a tendance à sous-estimer l'intérêt de faire des jeux de rôle avec les nouveaux collaborateurs ou même de manière générale avec tous les collaborateurs. Oui, C'est c'est super important en fait, les jeux de rôle. C'est un exercice qui n'est pas facile, personne n'aime le faire, mais en fait, le faire, ça révèle plein de choses, même en dehors d'un concours. Et au-delà de donc, tout cet aspect apprentissage et tous ces intérêts-là, effectivement, les concours, pourquoi est-ce que je m'implique beaucoup à travers l'ICR, mais aussi à travers WorldSkills dans les concours, c'est parce que c'est bien sûr une excellente mise en avant du métier, puisque hmm, ça attire en général un public, ça met en avant ce qu'on sait faire de mieux, hein. On voit avec le MOF qui attire toujours beaucoup de monde, surtout sur certains métiers, avec les WorldSkills aussi qui attirent du monde, et ben, ça met en avant notre métier. Et Dieu sait que nos métiers en ont besoin. complètement, complètement. Ça me fait rebondir sur une question qui me brûle les lèvres, hem, parce que je trouve que c'est une très bonne piste. Mais quelles sont selon toi les clés pour, améliorer l'attractivité de nos métiers de l'hôtellerie-restauration particulièrement dans le contexte actuel d'ailleurs? Quel est le contexte actuel? Le contexte actuel, il est compliqué. On a des métiers qui ont beaucoup souffert de la crise du Covid. Euh, et en fait, on n'est pas les seuls métiers. Plein d'autres métiers, tous les métiers ont souffert de la crise du Covid. Et aujourd'hui, ce qu'on traverse, la crise du recrutement, euh, c'est pas nouveau. Ça fait un moment donné que ça bouillonnait, ça a été exacerbé par la crise du Covid. Et c'est pas limité à notre métier. On voit que c'est plus généralement tous les métiers du service. Oui, Donc l'industrie aéronautique, tous vu pendant l'été, les gens qui avaient peur ou même qui ont raté leurs avions à cause de tous les problèmes qu'il y a dans les métiers de l'aéronautique. On a les effectivement, hôpitaux aussi, tout le service médical qui est en crise. C'est un métier de service. S'il en est un, c'est bien celui-là, c'est un métier de complètement. service. Donc on a tous les métiers de service qui sont en crise et je pense que ma lecture de la situation, elle est que c'est les mêmes problématiques de fond. On fait un métier de service parce qu'on y trouve quelque chose, parce qu'on a envie de se mettre au service des autres et la plupart des humains ont envie de se mettre au service des autres. Enfin, on est des créatures sociales et ce qu'on tire quand on a rendu service à quelqu'un, et cette joie qu'on peut en retirer, c'est quand même, enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve nulle part Oui, je ailleurs. suis d'accord avec toi, ouais. Et donc, si on veut, et quand on écoute les témoignages dans tous les métiers de service des gens, c'est la même chose. Ils ont perdu le pourquoi ils font ce métier. Il y a quelque chose, voilà. Ils aiment encore le métier, hein, mais ils n'arrivent plus à y retrouver voilà, cette petite flamme. Elle est en train de s'éteindre parce que les circonstances font que ils y trouvent plus le plaisir qu'ils y trouvaient avant. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on leur fait faire la même chose jour après jour. Et, alors que ils avaient choisi ce métier pour faire tout un éventail de choses, pour parler à des gens. Enfin, je sais que réceptionniste, souvent, c'est parce qu'on aime le contact, quoi. Et puis, si soudainement je fais que du check-in bête et méchant à la chaîne à donner des clés, c'est pas vraiment ça, pour ça que je choisis ce métier.
Si je suis infirmière et que je fais que des prises de sang, j'imagine que c'est pas trop pour ça que j'ai fait ce métier non plus. Donc souvent, il y a dans les métiers de service, on a trouvé le moyen d'étouffer la flamme, d'étouffer ce qui faisait plaisir aux gens. Et le contexte fait que, bah, parce qu'il y avait des contraintes opérationnelles, alors on a pris des décisions, on a mis des organisations en place, Oui, euh, ou alors on a refusé de faire des virages technologiques ou d'investir en technologie. Aujourd'hui, il y a une chose que l'Enjob peut faire, par exemple, pour prendre l'Enjob, on n'est pas les seuls, c'est dématérialiser le check-in. Et le check-in, ce n'est pas un moment humain. Le check-in pur et dur, je suis désolé, de faire signer une fiche de police, de prendre une carte de crédit, ce n'est pas un moment humain. Le moment humain, il est l'accueil. Est-ce que tu as fait bon voyage? Ah, tu as des bagages. Attends, elle est bien garée ta voiture, c'est bon? Tu as payé le parc-mètre parce que faut payer le parc-mètre. Euh, je t'accompagne, je te montre, je te fais visiter la maison. Ah, c'est ton lit. Et là, il y a la bouilloire. Et comme tu as un bébé, regarde, j'ai déjà mis le lit bébé là, il est déjà fait. C'est ça l'accueil, c'est de découvrir oui. pourquoi les gens sont là, qu'il faut que tu vas pouvoir rebondir dessus. Euh, bah, Pourquoi j'aurais pu travailler en réception? Bah, parce que, ouais, être debout derrière un desk et vous avez quelqu'un qui vous laisse pas bouger, qui vous dit allez, 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 il y a la queue. Bah, non, quoi, c'est pas pour ça que vous avez fait ce métier. Et c'est dans tous les métiers pareil. Donc, en fait, avant tout, si on veut rendre le métier attractif, il faut d'abord le rendre attractif d'y travailler. Hmm. Enfin, moi, c'était, je sais pas, c'était un des premiers cours dans le management hôtelier que j'avais fait à l'école, quoi. C'était ça, quoi. C'était si les clients sont contents, enfin, si on veut que les clients soient contents, il faut que les équipes soient contentes. Et si pour que les équipes soient contentes, il faut que le management soit content. Et pour que le management soit content, il faut que les clients soient contents. Donc, bon, alors, management, il s'occupe des équipes. Les équipes sont contentes. Les équipes, elles sont contentes, donc elles s'occupent bien des clients. D'accord, ça c'est bon. Les clients sont contents, ils dépensent de l'argent, le management est content. Et la boucle est Hmm. bouclée. Complètement, cercle vertueux. Voilà. Le problème, c'est on a des métiers de service où souvent, et j'en suis un exemple concret, hein, des gens ont été promus sur le fait qu'ils étaient compétents. Sauf que être manager, ce n'est pas, enfin, c'est un métier, c'est des compétences, ça s'apprend. Oui, Euh, tu m'amènes la question que je voulais te poser justement sur le leadership et le management, savoir si ce sont des compétences qui s'apprennent. oui, mais ça s'apprend. Et il faut bien comprendre en fait une chose principale, c'est que quand on est manager, on n'est plus en charge du travail. Mais c'est un auteur américain qui le dit, conférencier, Simon Sinek, hein, on n'est pas en Oui, charge du travail, on est en charge de ceux qui sont en charge du travail. Il y a une grosse différence. Et on a des métiers, malheureusement, et c'est marrant, ça je l'ai entendu dans les hôpitaux aussi, où on a du coup des gens qui sont devenus chez le service ou managers enfin, de moyen niveau, la middle management, comme ils disent en anglais, oui, qui ne sont pas formés et qui font ça, en fait, c'est pas de leur faute, on leur a jamais expliqué. Et du coup, ce sont des très mauvais managers qui, sans le savoir, souvent, et sans s'en rendre compte, rendent la vie très pénible des collaborateurs en dessous d'eux complètement. qui du coup n'ont plus envie de travailler avec eux, n'ont plus envie de faire ce métier. Et à grande échelle, ça donne des gens qui du coup font de la mauvaise pub parce qu'ils disent ouais, le terroriste, ils sont tous pareils, c'est des longues heures, c'est des gens enfin, intenables, etc. Non, c'est faux. Oui, on a des métiers où il y a des horaires associables, ça je ne peux pas le retirer malheureusement, je suis désolé. Mais il n'a pas besoin d'être plus dur que ça. Il n'est pas plus dur qu'un autre métier et on peut vraiment s'éclater, et on est nombreux à l'avoir fait, dans ces métiers-là. Oui, c'est vrai. Et ça fait en effet un lien avec ce qu'on disait dans la question précédente. Avoir aussi des bons managers bien formés. Alors déjà, il y a un point essentiel là-dessus sur la formation qu'on pourra approfondir, mais ça participe au bon climat de l'entreprise et donc aussi à l'attractivité, au fait d'après de recruter les bonnes personnes et de les garder dans l'entreprise parce que on ne travaille pas juste pour une entreprise, on travaille pour les personnes qu'on côtoie et avoir au-dessus de soi des managers bienveillants, pour reprendre ce bon vieux terme bien galvaudé. En tout cas, ça donne envie de rester dans la boîte. Et moi, quand j'interviens dans des coachings ou dans des formations, j'entends très souvent ça. Euh, J'aime beaucoup mon équipe, je veux pas partir à cause de ça, ou au contraire, ça se passe bien, mais par contre, très très mal avec mon manager, donc c'est ça qui me motive à partir. Donc il y a vraiment un point, je pense, crucial sur ce que tu appelais le middle manager, le manager terrain, et c'est un vrai levier dans le développement de l'entreprise, je pense. Ah mais en fait ce sont les premières causes de mal-être ou de bien-être, en fait. C'est eux qui, la plupart du temps, détiennent à leur niveau allez, 80% des actions qui sont possibles. Ouais, C'est la checklist qui est trop longue, qui est infaisable, c'est lui qui peut la changer.
Hein, il pourra trouver 10 000 excuses et dire c'est pas moi, c'est le ciel. Non, c'est pas vrai. Derrière, c'est toi qui peux trouver des solutions et pas toi, manager, toi et ton équipe. Hein. Encore une fois, l'homme est une créature sociale. Et pourquoi est-ce que l'humanité est là où elle est aujourd'hui? C'est parce que on a l'intelligence collective, quelque chose de formidable. Et quand on se met ensemble, on trouve des solutions ensemble. Et donc, mais si derrière, vous avez quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas entendre, ah, ça a toujours été comme ça, on ne changera pas, ou non, t'as qu'à aller Cette plus bonne vieille vite, phrase. voilà, t'as qu'à aller plus vite, ou c'est toi qui ne sais pas faire, etc. Non, c'est eux qui détiennent toutes les clés. Donc ça, le fait que l'autre, il peut pas aller prendre une pause cigarette, et alors, le hall est vide, il n'y a personne, le téléphone ne sonne pas, ils sont trois derrière, c'est le pauvre qui est devant, debout, il veut prendre 2 minutes pour aller fumer, et tu lui dis non, pourquoi? Enfin, je veux dire, là, t'es honnêtement en train de lui rendre la vie, c'est toi qui rends le métier plus pénible. Ouais. Parce que c'est des petites choses qu'on peut faire au quotidien, et ça commence par le manager, hein, parce que, encore une fois, c'est pas de moi, c'est un très bon auteur américain, Dr. Stephen Covey, Oui. qui en parle de la notion de compte en banque émotionnel. Il faut faire des dépôts pour pouvoir en retirer. Et donc, c'est en faisant ces petits dépôts de confiance, de bienveillance, hein, et donc il faut commencer par en faire un dépôt, forcément, et bien qu'après, on obtient des collaborateurs le meilleur d'eux-mêmes. Mais faut pas être, enfin, il faut pas être, comment dire, faut pas se mettre des œillères. Hein. Le but, il n'est pas que vous puissiez retirer. Le but, il est que eux, ils prennent le dépôt que vous avez fait dans leur compte en banque et qu'ils fassent ce dépôt à vos clients. Donc en fait, il faut voir plus loin que soi. Moi, je dépose dans le compte en banque de mon collaborateur parce que comme ça, eh bien, j'obtiens de la confiance, j'obtiens euh, le meilleur de lui-même, le meilleur de lui-même envers les clients. Les clients, du coup, obtiennent le meilleur de lui-même et sont prêts à nous donner le meilleur d'eux-mêmes, Mm. leur argent. Il y a il y a un transfert bancaire qui se fait. Voilà, de toutes les formes. Mais comme les transferts bancaires, bah, parfois, c'est pas la même devise, parfois, c'est pas les mêmes taux de change, etc. Donc, oui, on n'obtient pas toujours ce qu'on donne. Ah, c'est vrai. Et de temps en temps, vous avez une mauvaise graine qui vous la mettra à l'envers, et j'en suis navré. Mais dans 99% des cas, ça va bien se passer. Et c'est ça Mhm. qui fait qu'on rend, c'est des petites choses qui fait que soudainement, vous vous rendez agréable, un métier qui, oui, a des longues heures. Oui, on peut travailler les week-ends. Bah oui, on est beaucoup debout. Mais si soudainement je peux aller fumer un petit peu plus que mes pauses officielles me le permettent, sans que ça impacte le service client, ou si je peux en tout cas aller prendre deux, trois autres cafés de plus, parce que je fume pas, mais je bois du café par exemple. Ou si la checklist elle a été revue pour que je puisse aller m'asseoir Ouais. et puis au bac pour faire certaines tâches de ma checklist pendant que l'autre passe devant et fait quelque chose. Et bon, là, je parle beaucoup de réception, mais on pourrait parler dans d'autres métiers. Hein. C'est pareil pour le bar, c'est Mhm. pareil pour la cuisine. Si soudainement, en fait, je mets des petites choses et que je sors un peu les sentiers battus et que, bah non, c'est pas parce que ça a toujours été fait comme ça qu'on peut pas faire autrement. Euh, Tu as fait un très bon post sur LinkedIn, hein, sur les vestiaires. Hein. Si je fais un petit coup de propre sur les vestiaires, ça rend quand même l'arrivée au travail plus agréable. Je commence par jouer de bonne humeur. Absolument. En fait, tout ça, alors déjà, je te rends officiellement cette punchline que j'ai mise en lumière sur LinkedIn, c'est montre-moi ton vestiaire, on verra si t'es fier, Ah, mais c'est je toi trouve qui que l'as ça, trouvé. Hein. je trouve que ça illustre quand même bien tout ce qu'on dit là. On parle tout le temps d'expérience client, il est temps un peu de parler d'expérience collaborateur, mais encore une fois, pas juste dans les termes de on veut faire joli, mais de fluidifier cette expérience, et ça passe par des vestiaires qui soient accueillants, de la même manière qu'on peut avoir une chambre accueillante, d'avoir des collaborateurs qui soient aussi accueillants avec leurs autres collaborateurs qui peuvent l'être avec les clients. Et tout ça, ça vient vraiment fluidifier, assouplir l'expérience qu'on peut avoir en tant qu'employé. Et en fait, tout simplement, il faut aussi regarder qu'il y a des collaborateurs qui se satisfont pleinement de tout ça. Et que déjà, quand ils ont ça, on a déjà fait, comme tu disais, une grosse partie du travail, sans même parler de la rémunération, des horaires qu'on peut pas toujours changer, etc., etc. Et en fait, c'est même pas un sujet, la rémunération. Dans le sens où, euh, forcément, et en fait, il y a des sondages biaisés qui sortent tous les jours et qui vous disent, oui, voilà, tout le monde va te mieux payer. Bah, bien sûr, tout le monde va te mieux payer. Enfin, je veux dire, forcément, si tu me demandes si je vais mieux payer, enfin, tout le monde va te mieux payer. C'est Ouais. même pas le sujet, en fait. C'est un sujet dans le sens, oui, il y a une revalorisation qui est nécessaire, mais c'est pas ça la cause, c'est pas ça la cause profonde du truc. Vous augmentez les salaires demain, enfin, si je peux pas te blairer parce que tu es un mauvais manager, Maxime,
c'est pas ça qui va faire que je vais plus pouvoir te tolérer, quoi. Allez, Mmh. peut-être te tolérer une semaine de plus ou un mois de plus. Et puis après, enfin, si tu me rends la vie misérable au quotidien, bah, c'est pas le fait de m'avoir augmenté 100 euros par mois qui va faire que soudainement je peux mieux te tolérer, quoi. Absolument. Donc il y a vraiment un sujet de fond. J'accueille bien mes collaborateurs pour qu'eux puissent bien accueillir mes clients. Effectivement. Bruno, on pourrait parler des heures de tous ces sujets, toi et moi. Et avant d'ouvrir, je voudrais faire une petite parenthèse. Il y a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent sur différentes plateformes, notamment sur Apple Podcasts. Si on devait les inciter, alors tu sais, dans les hôtels, il y a TripAdvisor, dans les restaurants, il y a La Fourchette qui maintenant s'appelle The Fork. Moi, j'ai Apple Podcast et Spotify qui me permet d'être noté par les utilisateurs et de mettre un commentaire. Qu'est-ce qu'on leur dirait aux éditeurs? Est-ce qu'on leur donne un mot-clé qu'ils pourraient mettre dans un commentaire pour être cité après? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, il faut mettre il faut noter en tout cas de manière générale, hein, le podcast. Mettez une petite note, un petit commentaire, et si vous voulez en savoir plus sur Handjob, par exemple, je fais ma petite publicité, ou sur Ouais. les concours de l'ASR et de WorldSkills, etc. Vous pouvez, pourquoi pas, mettre @Bruno, et comme ça, on vous recontactera. Enfin, Mettez Maxime, un Lunge-Up ou ACR dans un commentaire et vous gagnez un entretien stratégique avec Bruno, soit pour Lunge-Up, soit pour l'ACR, un entretien gratuit 30 minutes où Bruno vous présente ses services. Voilà. Comme ça, on fait également ta, je- ta merci, publicité. voilà, merci Maxime. Et je viens d'offrir tes Ouais, services gratuitement, c'est vraiment sympa de ma part. ouais, N'hésitez c'est pas, en clair. tout cas, c'est offert par la maison. Cher Bruno, pour ouvrir un petit peu sur ton passé cette fois-ci, si tu pouvais revenir en arrière, 10 ans, 20 ans, 30 ans, toi, de choisir quand est-ce que tu aimerais revenir en arrière? Est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Et si oui, qu'est-ce que ce serait? Non. Alors moi, je suis pas de ceux Réponse non, simple, bah, non. ouais, non. Voilà. Non, non, moi, je suis pas de ceux qui ruminent il faut se rappeler il faut se rappeler de ce qu'on a fait parce que chaque expérience que j'ai eue, bonne ou mauvaise, m'a appris des choses. Et en fait, on peut pas en retirer une parce que sinon, ça fait, le château s'effondre. Donc, bah, il y en a qui sont un peu douloureuses à regarder parfois, mais elles ont contribué à amener là où je suis aujourd'hui, à faire ce que je suis aujourd'hui. Donc, non, je changerai rien. Ça fait Hmm. partie de. Tu as cité beaucoup de livres et d'auteurs. S'il y en avait un qu'on devait choisir, est-ce que tu aimerais recommander un livre de ceux dont tu as parlé ou d'un tout autre livre? Plus ou moins en lien avec tout ce dont on a parlé, moi je recommanderais un livre qui s'appelle, donc c'est un livre écrit par une américaine, donc je donne le titre en anglais, mais qui s'appelle Permission to Screw Up, Mhm. et l'autrice s'appelle Kristen Edid. Et en fait, pourquoi ce livre-là? Parce que il est très proche de nous. C'est d'abord une autrice qui est de notre génération et qui est une entrepreneur dans un secteur très près de chez nous, qui est le ménage à domicile. D'accord. Euh, et où elle a écrit un livre très honnête sur bah, justement toutes les erreurs qu'elle a toutes les erreurs qu'elle a pu faire quand elle a monté ce business de ménage à domicile, toutes ces erreurs de leadership, de management, et tout ce qu'elle en a appris. Et donc je recommande vraiment, c'est écrit avec beaucoup d'humour, Hmm. beaucoup de sincérité aussi. Il y a des passages, enfin, on sent que c'est pas des passages qui ont été faciles. Et d'ailleurs, elle le dit, hein, ce qu'elle a bien voulu écrire, c'est pas forcément ce qui a fonctionné, mais le livre s'appelle Permission to Screw Up. C'est tout ce qu'elle a appris en faisant quasiment tout mal ou tout faux. Très Et donc, drôle, génial. voilà. C'est vraiment très pertinent parce que c'est à la fois le côté entrepreneuriat qu'on connaît bien, toi et Ouais. moi, et aussi un univers qui est très proche de l'hôtellerie et dans lequel l'excellence parle, hein, qui est le ménage à Ouais, domicile. et qui plaira peut-être à mes invités de brillance que j'ai eu, qui font justement de ménage à domicile. Je leur partagerai la recommandation si ils n'ont pas écouté l'épisode. Est-ce que tu as également une citation favorite, peut-être un mantra que tu te répètes régulièrement? Oh là, bah, j'en ai plein. Une que j'aime bien en tout cas, c'est un proverbe. Alors, en recherchant un petit peu, comme tu m'as posé la question, j'ai regardé, certains l'attribuent à Franklin Roosevelt, mais c'est une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Mhm. Voilà, alors c'est très léger, mais c'est aussi très profond, Ouais, hein, ouais. dans le sens où bah,
Ouais, c'est quand, justement, dans ces mauvaises expériences, dans des expériences un peu compliquées, c'est là qu'on apprend plein de choses, en fait. Bien sûr. Quand on est Et confronté à la difficulté, absolument. exactement. Et donc, Hem, j'espère que dans cette tempête que traverse l'industrie, il y a plein de choses bonnes qui, justement, vont en ressortir. ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Après toi, Bruno, pour, venir nous parler d'hôtellerie, d'excellence de service, d'entrepreneuriat, qui aimerais-tu voir invité sur Hospitality Insiders? Alors là, je suis désolé, Maxime. En fait, je vais mettre un bâton dans tes roues, mais moi, ce que j'aimerais voir, et je pense que ça serait très utile dans le contexte actuel, Ouais. j'aimerais bien entendre en fait des réceptionnistes, des serveurs, des gouvernants d'étage, des gens qui nous parlent en fait, non pas des managers, mais des gens qui nous parlent, des gens qui aiment leur métier au quotidien, Mmh. mais pas des managers. Et je pense que dans le contexte actuel, ça, après tous les témoignages, on a toujours que témoignages négatifs. Ouais, Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir, peut-être pas tous les épisodes, hein, mais complètement. en tout cas un épisode consacré à des gens qui parlent, parce qu'on peut donner les bons conseils, les bonnes pratiques et discuter que, voilà, selon nous, il faut des vestiaires propres et il faut ci, il faut ça, mais je pense que ça a beaucoup plus de valeur si c'est des gens qui peuvent le témoigner et dire, moi, là où je travaille, je suis heureux parce que ABC. Ouais, tu as complètement raison. Je voulais inviter un groom, parce que c'est un métier qu'on retrouve pas dans tous les hôtels. Donc c'est une bonne recommandation et si d'ailleurs il y a des personnes qui se sentent concernées, en écoutant cet épisode et qui ont envie d'intervenir, pourquoi pas, m'envoyer un message sur LinkedIn et puis, on peut réaliser, la demande de Bruno avec grand plaisir au contraire donc, soyez le prochain invité sur Hospitality Insiders. Tu peux peut-être faire une édition spéciale, peut-être, hein, tu Ouais, sais, en complètement. mélangeant plusieurs entretiens, entre guillemets, plus Ah, il y a courts. des bonnes idées, oui, tout à fait, plusieurs entretiens, avoir, plusieurs épisodes croisés, des débats, ouais, complètement, il y a pas mal de sujets. Mais tu sais, le podcast n'en est qu'à sa deuxième saison et je n'ai pas l'intention de l'arrêter, donc je me note ça pour, plus tard, en tout cas et merci pour cette recommandation. Quelqu'un qui, voudrait te contacter, toi ou LaunchUp, ou la ICR ou autre, contact que tu souhaites donner, quel est le meilleur moyen? Alors bon, moi, via LinkedIn, hein, vous me trouverez facilement et donc c'est Bruno, hein, pas Paul, hein, j'ai retiré Paul depuis. Donc Bruno Lanvin, vous me trouverez sur LinkedIn. Et je pense que je remonte pas mal du coup avec toutes les différentes casquettes que j'ai. Ouais, Euh, pour LaunchUp, vous pouvez me contacter aussi via LinkedIn, mais vous avez bien sûr le site web de LaunchUp, launchup.com. Pour la ICR, vous avez le site de la ICR, icrparis.fr. mmh. Voilà. Comme d'habitude, je mettrai évidemment toutes les références dans le podcast. Et enfin, mon cher Paul ou Bruno, au choix, je vais te laisser le mot de la fin si tu avais un dernier message à faire passer aux insiders, qui sont donc notre communauté de fervents écouteurs de ce podcast. Quel message serait-il? Et ben là, je vais mettre une troisième casquette. On n'en a pas beaucoup parlé, mais donc j'ai une troisième casquette qui est celle de Skill Competition Manager pour la compétition World Skills, qui est une compétition de très très haut niveau, réservée aux jeunes de moins de 23 ans, qui n'est pas encore assez connue en France, malheureusement, mais le mondial aura lieu à Lyon en 2024. Et petite instant publicité, la compétition du coup World Skills de 2022 en réception d'hôtel aura lieu à Montreux en Suisse du 6 au 9 octobre au casino Barrière de Montreux. C'est pas loin de chez nous. Ça va être largement rediffusé, je pense, sur les réseaux et sur les sites. Je suis sûr que tu pourras mettre les liens en référence, mais vous avez le Avec site donc plaisir. worldskills.org et je vous recommande, beaucoup, pour mon métier en tout cas de réception, de suivre donc du 6 au 9 octobre euh, celle qui aura lieu à Montreux, mais en fait c'est une édition spéciale qui a lieu partout dans le monde. Vous avez un certain nombre de métiers qui auront lieu à Bordeaux d'ailleurs, Oui, voilà, j'ai vu l'annonce. exactement, et d'autres un peu partout, et vous avez tous les métiers de l'hôtellerie quasiment qui sont représentés, hein, service en salle, cuisine, pâtisserie, etc. Donc plein de métiers. C'était une très très belle compétition de haut niveau qui a la vocation vraiment de mettre en avant les métiers, hein, donc ce dont on parle depuis le début, dont l'une de leurs l'une de leurs phrases principales, c'est Skills change lives. Donc un métier, ça change la vie et ça résonne en moi comme pas possible puisque quand je suis rentré à l'école hôtelière, ma vie a changé à 16 ans. Donc je recommande vraiment à tout le monde d'aller regarder ça.
Mon cher Bruno, merci beaucoup pour cette passion partagée. Je me suis beaucoup retrouvé dans tout ce que tu as dit. J'espère que nos auditeurs, et non pas nos écouteurs, mais c'était un bon jeu de mots aussi. Et, et on te souhaite tout le meilleur avec l'Anjup, l'AICR, WorldSkills et toutes tes différentes casquettes. Et on te suivra de très près. À bientôt. Merci Maxime, à bientôt. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.